Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution vient d'être adopté en Conseil des ministres. Le fameux article sur l'ivoirité serait modifié. Un Sénat et un poste de vice-président créé. L'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait campagne pour le non lors du référendum prévu le 30 octobre. Et puis on reviendra sur ce terrible massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. 156 opposants tués, une centaine de femmes violées par des hommes du capitaine Dadis Camara. C'était il y a tout juste 7 ans et les victimes réclament toujours justice. La légalisation du cannabis, le débat s'invite au Maroc dans la campagne pour les législatives prévue la semaine prochaine. Plusieurs partis politiques proposent d'amnistier les petits cultivateurs de kiff dans la région du Rif. Vous verrez le reportage de nos envoyés spéciaux. En Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution a donc été adopté ce mercredi en Conseil des ministres avant le référendum prévu à la fin du mois prochain. Le texte va d'abord être soumis aux députés et c'est Alassane Ouattara, le président ivoirien lui-même, qui s'en chargera la semaine prochaine. Mais on connaît donc désormais les grandes lignes de ce texte. Écoutez les précisions d'Anna Sylvestrener à Abidjan. Parmi les nouveautés majeures de ce projet de nouvelle constitution, il y a la simplification des règles d'éligibilité à la présidence. Pour être candidat, il suffira d'être ivoirien sans autre précision, notamment d'origine. Le texte prévoit également la création d'un Sénat, une chambre haute, dont un tiers des membres sera directement nommé par le chef de l'État. On devrait également voir apparaître un poste de vice-président, une personnalité qui, dès 2020, sera élu en même temps que le président. Mais d'ici là, il sera nommé par Alassane Ouattara. Les autorités ivoiriennes qui disent vouloir, avec cette nouvelle constitution, tourner la page de la décennie de crise. Écoutez. L'idée, c'est de mettre tout cela derrière nous et d'avoir un nouveau contrat social qui est plus engageant pour l'ensemble des Ivoiriens, dans lequel chaque Ivoirien se retrouve, un contrat social qui est plus neutre dans sa présentation, contrat social qui est plus équilibré, qui est plus clair, qui est plus souple, qui est plus impersonnel et qui permet de ce fait de rassembler tous les Ivoiriens. Mais l'opposition ivoirienne, elle, est vent debout contre ce texte. Elle est déjà entrée en campagne car il y aura très peu de temps pour le débat. Dès la semaine prochaine, Alassane Ouattara lui-même va soumettre ce texte aux députés. Il restera alors moins d'un mois avant le référendum prévu le 30 octobre. Washington a adopté des sanctions contre 2 hauts responsables militaires de RDC, le major général Amissi Koumba, commandant des forces armées, ainsi que le général John Numbi, ancien inspecteur de la police nationale. Ils ont tous deux été placés sur la liste noire américaine. Leurs avoirs aux États-Unis ont été gelés. John Numbi aurait, lui, usé d'intimidation violente pendant de récentes élections. Il reste aujourd'hui un conseiller influent du chef de l'État. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a fait appel devant la CPI, la Cour pénale internationale, condamné en juin dernier à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il dénonce des vices de forme lors de son procès. Chaque année, c'est une date douloureuse pour les victimes et leurs proches en Guinée. Le 28 septembre 2009, il y a 7 ans, tout juste, plus de 150 personnes ont été massacrées dans un stade par des hommes de la junte de Dadis Camara, alors au pouvoir. 7 ans plus tard, les associations de victimes réclament toujours justice. Regardez ce reportage à Conakry de Bangali Touré avec Nicolas Germain. Ce mercredi, lorsque les victimes du massacre du 28 septembre veulent retourner sur les lieux du drame, l'accès leur est refusé. C'est dans ce stade que, selon l'ONU, 156 personnes ont été tuées, 109 femmes violées par des militaires. C'était il y a exactement 7 ans. La foule s'était rassemblée pour rejeter une candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, le putschiste qui avait pris le pouvoir 9 mois plus tôt. Aujourd'hui, il vit en exil au Burkina Faso et jure que ce sont des éléments incontrôlés qui ont commis ce massacre. Le procès, lui, n'a toujours pas débuté. Et les associations de victimes sont exaspérées. Ça prouve à suffisance que l'État n'a pas la volonté politique de juger ces crimes. Les autorités qui sont censées vraiment de sécuriser le stade n'ont pas voulu que nous fassions une interview. Se retrouver sur ces lieux ravive des souvenirs extrêmement douloureux. Je rentre au stade du 28 septembre, je ne peux pas supporter. Parce que ce qu'on a eu ici, vraiment, c'est pitiable.
Et puis on a même honte de nous. L'instruction, elle, a commencé il y a 6 ans et plusieurs figures de la junte ont été inculpées. Mais pour les victimes, la procédure est beaucoup trop lente. Cette semaine, le ministre guinéen de la Justice a essayé de les rassurer. Il affirme que le procès aura lieu l'année prochaine. Un grand pas en avant pour l'OPEP qui pourrait parvenir à un accord sur une limitation de sa production de pétrole. C'est ce qui ressort d'une réunion informelle des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui se tient à Alger. Selon tous les spécialistes, il faudrait limiter la production d'or noir pour stabiliser le marché, plombé depuis plus de 2 ans par une production excédentaire. Mais jusqu'ici, l'Arabie saoudite notamment y était hostile. Les modalités de l'accord seront détaillées au mois de novembre prochain. Première rentrée scolaire cette semaine depuis 2014, depuis plus de 2 ans dans le nord-est du Nigeria. Cela concerne les écoles secondaires de l'État de Borno qui étaient réquisitionnées jusqu'ici pour accueillir les déplacés fuyant le conflit de Boko Haram. Nadine Mouarakeye. Cela fait 2 ans qu'ils n'avaient plus revêtu leurs uniformes. Les élèves de cette école secondaire de l'État de Borno n'ont jamais été aussi impatients de retrouver leur salle de classe. Depuis que l'école a fermé, je restais à la maison à ne rien faire. Et j'ai eu de la peine quand l'école a été transformée en camp de déplacés. Mais maintenant que je retourne à l'école, je suis très heureuse, car je vais apprendre des choses très importantes. Une rentrée scolaire placée sous haute sécurité. Chaque élève est passé au crible pour se faire enregistrer. Chaque identité est minutieusement vérifiée. Selon l'ONU, au total, plus d'1 million d'enfants ont été privés d'école en raison de la guerre contre Boko Haram. Des jeunes livrés à eux-mêmes, exposés aux abus, aux enlèvements et au recrutement par des groupes armés. Le retour à l'école est une urgence vitale. J'appelle l'État et le gouvernement à nous venir en aide et à trouver un autre endroit que les écoles pour accueillir les déplacés, pour que tous nos élèves soient en mesure de retourner dans leurs différentes écoles. Certains établissements sont toujours fermés, comme ceux du district de Chibok. C'est là qu'ont été enlevées plus de 200 lycéennes il y a 2 ans. Ils n'ouvriront que le mois prochain. La zone reste très instable. Des combats font toujours rage entre l'armée et les djihadistes de Boko Haram. L'État de Borno, dont la situation humanitaire est dans un état catastrophique, c'est Médecins sans frontières qui lance une nouvelle fois l'alerte. Une aide massive d'urgence est nécessaire dans les zones reculées, mais aussi à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Une décision essentielle pour sauver les pangolins. Le commerce international de toutes les espèces de pangolins est désormais interdit. Décision prise en Afrique du Sud lors de la réunion de la CITES, la Convention internationale sur les espèces menacées. Et ce mammifère insectivore à écailles qu'on adore manger en Afrique centrale, notamment au Gabon, est en voie d'extinction. C'est l'une des espèces les plus menacées au monde. De plus en plus de voix s'élèvent au Maroc en faveur de la légalisation du cannabis et de l'amnistie des petits cultivateurs. Ils sont environ 140 000 dans la région du Rif, dans le nord-est du pays, et vivent dans l'angoisse d'être arrêtés. À l'approche des législatives du 7 octobre prochain, plusieurs partis politiques viennent à la rescousse de ces petits paysans très pauvres. Ils sont bien loin de la manne générée par le trafic international de hashish. Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire sont allés à leur rencontre. Au cœur des montagnes du Rif, Chefchaouen, région réputée pour sa culture du kiff. À l'approche des élections, des partis politiques se prononcent pour l'amnistie de près de 60 000 cultivateurs de cannabis. Maître Maïmouni se charge de la défense d'une quarantaine de dossiers. Le combat principal, c'est un combat de législation, c'est-à-dire tout ce qui est agriculture n'est pas pénalisé, tout ce qui est transformation en drogue pénalisé. On cherche aussi que cette modification de loi sera en parallèle avec la demande d'amnistie. Vu la situation économique et sociale de ces cultivateurs, ils vivent dans la précarité et la pauvreté. Et c'est pour cela qu'on défend ce dossier, oui. Dans ces vallées enclavées, les plantations de cannabis s'étendent à perte de vue. Malgré son interdiction officielle, la culture du kiff existe bel et bien sur des centaines d'hectares. Si les poursuites lancées contre les cultivateurs n'aboutissent que très rarement, elles pèsent comme une menace permanente pour ces petits producteurs. Ce responsable local connaît bien les difficultés des habitants. Il défend avec force la promesse de campagne de son parti, amnistier les cultivateurs menacés d'arrestation. Comme vous pouvez le constater, les reliefs sont escarpés.
et la topographie de la région ne permet pas d'autres cultures. Ici, il y a beaucoup d'habitants pour peu de surface cultivable. Et puis les parcelles sont très petites. Donc ni la configuration des terrains, ni le climat ne permettent de pratiquer une autre culture. Du coup, le meilleur rendement se fait avec cette culture. À l'image des cultivateurs de la région, les parcelles exploitées par cette famille ne sont pas très rentables. La récolte ne rapporte que l'équivalent de 3 000 € par an. Un bien maigre revenu pour faire vivre le foyer. Pas d'autre choix que de cultiver du cannabis. Dans le Rif marocain, les paysans ne profitent que très peu du trafic très lucratif du hashish. Voilà donc un débat qui s'est invité dans la campagne pour les législatives prévues le 7 octobre prochain au Maroc. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'information continue.